Merci beaucoup. Alors, j'ai tous mes panélistes qui sont en train d'arriver dans la salle. Merci à toute équipe. Donc, nous allons attaquer ce panel très stratégique pour cette 10e édition du Forum DSI sur le fameux What's Next. J'ai le plaisir d'avoir dans ce panel, peut-être on a pensé à réorganiser la scène pour qu'ils puissent danser, mais pas à la réorganiser pour qu'on puisse attaquer notre panel. Voilà. Alors, je vais peut-être en profiter pour présenter rapidement nos différents panélistes. Alors, nous avons avec nous trois anciens ministres, 2 anciens ministres d'éthique et un ancien ministre des Finances. Et justement, je ne raterai pas l'occasion de lui demander très gentiment et d'une manière sympathique, hein, c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère, sa présence justement. Il ne va pas devoir se justifier, mais sa présence en tant que ministre des Finances dans ce panel, aux côtés de 2 anciens ministres d'éthique. Alors, par rapport à l'organisation, voilà, c'est bon. Donc, on peut les appeler, rejoindre sur scène. Monsieur Hakim Ben Hamouda, donc économiste et ancien ministre des Finances de la Tunisie. Monsieur Norman Fehri, ancien ministre d'éthique en Tunisie et ancien député, et également monsieur Abdou Mani, donc, qui est ancien, pareil, c'est le hasard, hein, qui fait bien les choses. Pareil, ancien député et ancien ministre d'éthique du Niger. Voilà, on peut les applaudir, c'est juste pour qu'ils me rejoignent sur scène. Alors aujourd'hui, vraiment, nos différents intervenants, ce sont des personnages très très importants, pionniers, visionnaires dans leur domaine, surtout dans le domaine des télécommunications et de la transformation numérique en Afrique. Je souhaite mettre un petit peu plus en avant, si vous permettez, Monsieur Darmen et c'est Hakim quand il va nous rejoindre, notre invité d'honneur, parce que le Niger est le pays à l'honneur pour cette 10e édition du Forum DSI. Donc Monsieur Abdou Mani, qui est ancien ministre des Postes, des Télécommunications et d'économie numérique de la République du Niger, va apporter certainement avec lui sa riche expérience forgée au cœur des hautes instances décisionnelles du Niger. Aujourd'hui, comme je disais, il était également parlementaire. Il a honoré 2 mandats à l'Assemblée nationale du Niger et c'était un fervent défenseur des nouvelles technologies. Et il a présidé le réseau des NTIC du Parlement nigérien et il a également assuré des responsabilités de premier plan au sein de la Commission des affaires économiques et du plan, où il a exercé les fonctions de président, vice-président et rapporteur. Voilà, donc également il anime des conférences clés sur le programme numérique de l'APF. Il n'y a pas longtemps à Brazzaville, il explore la gouvernance numérique, le rôle crucial des parlementaires dans l'accompagnement des mutations numériques. Et aujourd'hui, sa vision et son expertise éclairent l'avenir de la connectivité en Afrique en plaçant toujours l'innovation au service du citoyen et de la démocratie. Et merci d'arriver. Pile poil, Monsieur Hakim Ben Hamouda, j'aurais pas eu grand-chose à ajouter à part attaquer mon panel avec mes premières questions. Alors, justement, on va démarrer ce panel. Tiens, c'est Hakim. Je vais commencer avec vous. Donc, vous avez les micros. Je le disais tout à l'heure, juste pour rigoler un petit peu. Donc, on a 2 anciens ministres d'éthique et un ministre des Finances dans un panel sur l'IA, sur les transformations technologiques, sur ces grandes mutations et surtout ce qu'elles apportent et qu'est-ce qui nous attend. What's next, ce fameux What's next. Donc, j'avais envie de vous dire, on est très content, bien évidemment, de vous avoir, mais on se poserait peut-être une question de votre présence
présence dans ce panel. Et plus sérieusement, bien évidemment, comment vous voyez aujourd'hui, Monsieur Benhamouda, quel rôle pensez-vous aujourd'hui que les technologies émergentes comme l'IA ou la blockchain, etc., pourraient ou devraient jouer dans les futures politiques économiques sur notre continent et pour soutenir la croissance et une compétitivité, bien évidemment, des entreprises. Voilà. Monsieur le ministre. Merci et bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier cette association et le président et tous les membres de m'avoir invité. Et puis, ça m'a permis, très franchement, de découvrir une rencontre internationale, un engagement très important sur l'avenir des transformations technologiques dans le monde, un engagement tunisien, mais également ouvert, comme la Tunisie l'a toujours été, au continent africain. Pour répondre à ta question, Wassim, pourquoi je m'intéresse aux nouvelles technologies ou pourquoi je suis là? Trois raisons. La première, c'est que je résiste mal aux pressions amicales, particulièrement pour venir à une conférence. Un ami, collègue universitaire Aram, qui est là, Aram Belhaj, a beaucoup insisté. J'ai mis du temps avant de rencontrer les amis qui sont devenus maintenant des amis en charge de cette réunion, pour une raison très simple, c'est que, bien évidemment, il me semblait que cette réunion était une réunion technique de hauts responsables de DSI dans leurs institutions, ce qui ne pouvait pas, comment dire, qui ne rentrait pas, les questions techniques ne rentrent pas dans mon domaine de compétences. Et donc j'ai finalement cédé à cette pression et accepté de venir lorsque justement les membres de l'association ou les responsables de l'association m'ont expliqué qu'au-delà des aspects techniques, il y a quand même une réflexion stratégique sur les transformations et l'imitation des nouvelles technologies. La deuxième raison qui a fait que je suis venu ici, c'est en citoyen. En citoyen, pas en responsable ou en citoyen, les nouvelles technologies et en citoyen qui s'intéresse un petit peu aux choses du monde. Les nouvelles technologies, ou fait, les transformations technologiques que le monde connaît, nous interpellent. Nous interpellent à double titre, à mon sens. Le premier, c'est qu'ils nous ont ouvert un univers extraordinaire en termes de réflexion, en termes de recherche, en termes d'accélération de l'information, de la circulation de l'information, en termes d'ouverture à l'universel. Et moi, en tant qu'économiste, aussi en termes d'accroissement de la productivité. La productivité, pour les économistes, elle est au cœur de la dynamique économique et de la croissance. Mais en même temps, en tant que citoyen, cette révolution technologique, cette rupture, disruptive, comme on dit, cette disruption, ou cette rupture en tout cas, au niveau technologique, suscite également des inquiétudes. Et ce ne sont pas les résultats des élections américaines ou les rôles joués par un certain nombre, par la Silicon Valley justement, de nous rassurer sur les nouvelles technologies, le poids des nouvelles technologies et les risques que portent les nouvelles technologies sur nos domaines, sur la vie d'une manière générale. Inquiétude liée, tout à l'heure, je discutais avec Silas, inquiétude liée aux guerres et aux nouvelles, les drones, les nouvelles technologies mises en place et qui ont un pouvoir de destruction sans précédent. Également des inquiétudes liées aux fake news, à la désinformation que peuvent mobiliser ces nouvelles technologies. Des inquiétudes également, comme je l'ai dit, sur cette désocialisation dont tout le monde parle. Avec nos enfants, j'ai des enfants et qui sont pratiquement tout le temps aux dépens des relations sociales avec leurs amis, qui sont tout le temps sur leur machine, sur leur téléphone ou sur leur tablette. Et donc récemment sur les questions politiques et les questions de démocratie. Donc il y a
en tant que citoyen, autant ce nouvel univers m'intéresse, autant bien évidemment, comme les citoyens probablement moins informés que vous, nous inquiètent également. Et donc c'est, franchement, moi, mes dernières lectures depuis quelque temps, je lis beaucoup, j'écris un peu, mais mes dernières lectures sont essentiellement dans le domaine des nouvelles technologies. Il y a un livre qui m'a véritablement, pour le public anglophone ou anglo-saxon, qui suscite beaucoup d'intérêt aux États-Unis, que j'ai acheté lors de mon dernier passage à Washington. Il est de Marije Sheikh, qui, semble-t-il, vous la connaissez peut-être, ce personnage, qui est très connu, semble-t-il. En tout cas, son livre fait beaucoup de bruit. Il a été publié récemment aux États-Unis et il s'appelle The Tech Coup, c'est-à-dire le coup technologique. How to Save Democracy from Silicon Valley. Donc c'est vraiment c'est des questions sur lesquelles on s'intéresse et je vous passe, hein, j'ai pris quelques titres de la presse, je pense que vous connaissez. La révolution technologique, un espoir trahi, c'est dans un livre de Rassan Salamé, qui est pour moi un grand stratège sur les questions politiques. Le coup d'État technologique, ce livre de Sheikh sera traduit en France autour du titre « Le coup d'État technologique ». Et récemment, dans un journal, la première page d'un journal, « La tech veut-elle la peau de la démocratie ?» Donc autant de questions qui nous interpellent et qui nous... Donc ça, c'est en tant que citoyen. Très rapidement, je finis sur le troisième aspect qui a fait que j'ai accepté cette invitation. La technologie ou les transformations technologiques ont toujours été un thème crucial, important, majeur chez les économistes. C'est pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, toute forme d'organisation économique a toujours été portée par une technologie. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours une technologie au cœur d'un modèle économique. Globalement, dans l'histoire, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais en tout cas, dans l'histoire du fonctionnement des économies modernes, on distingue 4 grandes formes d'organisation économique du capitalisme et des économies modernes. La première forme, c'est ce qu'on appelle le capitalisme concurrentiel, qui est parti de la révolution industrielle 1840 jusqu'en 1870, où véritablement, c'était encore des petites entreprises. Cette organisation économique était portée par la mécanique. C'est la mécanique, la première forme. C'est cette technologie qui a porté cette transformation. La deuxième phase dans le fonctionnement de l'économie, le deuxième grand moment historique des économies modernes, c'est ce qu'on appelle le capitalisme monopoliste. C'est-à-dire c'est là où on est passé à de grands monopoles après la crise de 1870, donc de 1870 jusqu'en pratiquement la grande crise de 1930. Et là, la nouvelle technologie, ou celle qui a porté, c'est l'électricité. Ça a été, et ça a été à l'origine d'une grande transformation. Et elle a porté le fonctionnement. La troisième grande phase historique, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de l'État-providence après la Seconde Guerre mondiale, et c'est porté dans les années 80, c'est l'automatisation qui va être au cœur, et les débuts de la robotisation qui vont être au cœur de la dynamique économique. Et la dernière, la plus récente, c'est ce qu'on appelle la période de la globalisation. Elle a commencé dans les années 80, elle est entrée aujourd'hui dans une crise très importante, et cette logique ou cette période économique a été également portée par les nouvelles technologies, l'informatique, l'Internet, les réseaux sociaux, avec le développement rapide qu'on connaît également de l'intelligence artificielle. Donc, la technologie, ce que vous faites, a toujours été un élément structurant, un élément essentiel des dynamiques économiques que le monde a connues dans l'histoire. Donc ça, c'est premièrement. La deuxième chose, je suis désolé, je suis un peu long, je termine. Et la deuxième chose, pourquoi les économistes s'intéressent aux nouvelles technologies? Parce
Parce que les nouvelles technologies portent les gains de productivité. La grande préoccupation des économistes, c'est les gains de productivité, ce n'est pas la croissance. Parce que nous sommes persuadés que ce sont les gains de productivité qui portent la croissance économique, qui portent l'emploi, qui portent l'investissement. Et les gains de productivité viennent essentiellement de l'application des nouvelles technologies. Les technologies également sont elles qui facilitent une organisation du travail au niveau du fonctionnement des économies. Donc il faut, le Fordisme par exemple, a été facilité par les premières formes d'automatisation, de robotisation de la grande production industrielle. Et d'autres aspects qui expliquent l'intérêt des économistes aux mutations et aux transformations technologiques, bien évidemment, c'est les gains de productivité, c'est eux qui sont au cœur de la compétitivité des entreprises et au cœur des avantages compétitifs des économies au niveau macroéconomique. Donc, c'est ce qui explique au fait que des ministres de l'économie ou des finances qui ne comprennent rien comment fonctionne et dont la maîtrise des nouvelles technologies est limitée, accordent de l'importance, considèrent par exemple, vous voyez ici en Tunisie, comme un peu partout dans le monde, c'est-à-dire l'intérêt qui est accordé à l'innovation, l'intérêt qui est accordé aux subventions pour que les entreprises investissent dans la recherche, dans le développement et dans l'innovation. Parce que nous croyons fondamentalement que la technologie est au cœur du monde moderne et c'est elle qui transforme, qui façonne et qui construit, je pense, les économies modernes. Donc voilà, Wassim, les trois raisons qui m'ont amené à accepter finalement l'invitation des amis de DSI. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Hakim Ben Hamoud. J'enchaîne, je rebondis. Et puisqu'on a une petite contrainte de temps, donc je vais vraiment plonger dans dans le fameux What's Next. Non, mais What's Next, ça bouge super vite, ça bouge, c'est super rapide, toutes ces transformations. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous attend? À ton avis, ça n'implique que vous. Non, Monsieur Ferry. Moi? Non, Monsieur Ferry. Hein? C'est pour vous, la question, oui? Oui, bon, merci. Merci infiniment. C'est difficile de parler après, c'est Hakim. Mais je vais être comme vous me connaissez tous, ou la majorité d'entre vous, je suis africain d'origine tunisienne. Et je vais m'adresser, pour répondre à What's Next, nos amis africains d'origine non tunisienne. Je vais citer un nom que vous ne connaissez pas, mais c'est un nom qui, à mon avis, s'il était là, il aurait répondu à la What's Next. C'est Abdelwaheb Ben Ayed, le fondateur de cette ville, de la Médina. Il y a 30 ans, il a imaginé un truc complètement artificiel qui est devenu une attraction touristique. Il y a 15 ans, il a imaginé What is Next et il a investi beaucoup de dizaines de millions de dollars dans les data centers. Alors qu'on disait, mais il est fou, qu'est-ce qu'il fait data center ici en Tunisie pour servir. Il était 20-30 ans à l'avance. S'il était là, je ne sais pas ce qu'il va répondre, mais il posera la question, il observera. Donc je voulais lui rendre hommage à Abdelwaheb Ben Ayed, Allah yarhamou. Écoutez, moi, What is Next, il y a 2 ans, quand on était là, et on a parlé, on a dit qu'on était de l'autre côté de la inflection point, du point d'inflexion, on est rentré dans la nouvelle ère. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui freinait la nouvelle ère, ce que je vais dire n'est pas forcément une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, c'est simplement des constats. Ce qui freinait la rentrée en plein dedans dans la nouvelle ère, c'était la législation, la réglementation. Et je ne dis pas que c'est mauvais de freiner la nouvelle ère, mais il y avait la technologie, elle est là. Il y a des AI CEO dans une dizaine de boîtes dans le monde. Si vous vous rappelez, ça fait 2 ans
qu'il y a les CEO de certaines boîtes dans des boîtes chinoises sont des robots CIO. Donc la technologie est là, l'adoption par l'entreprise et commence à y être, mais l'adoption par la société n'était pas encore là parce que le législateur, et j'étais moi-même législateur, il a d'autres soucis que le progrès technologique, c'est le bien-être des citoyens. Maintenant, il y a quelques jours, je rebondis ce que ça dit ici Hakim, c'est qu'il y a quelques jours, une personne, la personne qui a la technologie la plus avancée du monde, Elon Musk, qui a la maîtrise sur les réseaux sociaux, l'une des plus grandes prises sur les réseaux sociaux, Twitter, qui est l'un des plus riches du monde, et aujourd'hui, il a aussi le pouvoir sur la politique américaine. Donc, what's next? Ça va s'accélérer encore plus rapidement. C'est aussi simple que ça. Ça va s'accélérer comme pas possible parce que le législateur va accepter les théories, bonnes ou mauvaises, des gens comme Elon Musk. Je vous rappelle justement, je reviens sur le lien avec l'économie. Elon Musk, c'est l'un des plus grands investisseurs. Il a investi dans des billions of dollars dans la Bitcoin. Bitcoin, aujourd'hui, c'est une monnaie reconnue. Il y a des fonds d'investissement en Bitcoin aux États-Unis. Il commence à en avoir en Europe, même au Middle East. Donc, il y a un vrai changement avec l'intelligence artificielle et la nouvelle reprise de la blockchain. Donc, nous prévoyons la reprise de la technologie de blockchain. Il va y avoir une influence directe sur la transformation économique. Avant, l'économie était gérée par les banques centrales qui se battaient avec les ministres de Finances et elles distribuaient avec les banques. C'était un système semi-décentralisé ou en tout cas centralisé par pays. Il y a 20 ans, il y a Facebook qui est venu, il a dit « Ah, moi, je veux faire une monnaie globale, Libra, si vous vous rappelez. » Le Sénat américain le dit « Oh, stop, vous allez devenir plus fort que la volonté du peuple, on n'en veut pas. » Aujourd'hui, il n'y a aucune raison que Elon Musk ne pousserait pas pour que la nouvelle devise américaine soit le Bitcoin ou l'équivalent. Pourquoi? Parce que, si je reviens à l'historique de Hakim, en 1945, Bretton Woods, le congrès de Bretton Woods a décidé que le dollar est la nouvelle monnaie, le nouvel étalon. Ils ont fait le dollar, 1 dollar égale 13 dollars égale une once d'or. Et les choses avancent. En 1971, Nixon, d'un jour au lendemain, les gens ont perdu la confiance aux États-Unis. Ils voulaient récupérer leur or. Et Nixon et l'Amérique était sous une pression de dette énorme. Qu'est-ce qu'il a fait d'un jour au lendemain? Il a dit, ce n'est plus 13 dollars, c'est 130 dollars. Donc, d'un jour au lendemain, il a effacé la dette américaine. Aujourd'hui, la dette américaine, à 50%, plus que 50% du PIB américain, va au service de la dette. Bien sûr, la dette, elle est en dollars, donc c'est dans l'économie américaine de toute façon. Mais il n'y a aucune raison qu'un jour au lendemain, M. Trump et M. Elon Musk vont dire on change de monnaie, on va utiliser le Bitcoin ou équivalent. Bon, ce n'est pas si futuriste que ça, ce que je dis. Ce n'est pas si futuriste que ça, parce qu'aujourd'hui, ça pourrait être une des directions qu'un pouvoir
presque absolue qui est à la chambre les deux chambres plus le caractère de la personne plus le caractère de la personne de l'homos, d'aller dans cette direction. Donc les transformations, il y a un lien super direct entre la disparition de ça, ce n'est que une expression ancienne du blockchain, c'est transfert de confiance. Ça, c'est 10 dinars, c'est 3 euros. J'ai la confiance que ça peut m'acheter une dizaine de baguettes ou une vingtaine de baguettes ou 200 grammes de viande. Il n'y a aucune différence entre ça et la blockchain. Ça, c'était l'expression de la blockchain il y a plusieurs années. Là, ça va changer. Donc ça va disparaître. Clairement, ça va disparaître. Mais elle va être remplacée par quoi? Peut-être par la combinaison par la blockchain. Et donc la combinaison maintenant entre l'IA et la possibilité énorme de l'IA qui est le jus de cerveau de nous tous, plus la blockchain, je pense qu'on rentre dans un monde que on verra ce que sera ce monde. Voilà. Alors, merci. Peut-être ce que vous évoquez, oui, on peut l'applaudir. Ce que vous évoquez, Monsieur Ferri, c'est la rapidité, je le disais dans ma question, tout simplement. C'est mieux. Je le disais dans ma question au début, que tout allait très vite et que ça allait partir encore plus vite. Donc aujourd'hui, peut-être, vous avez parlé d'Elon Musk, on parle déjà, on pense déjà à ce qu'il puisse avoir de l'influence sur des législations justement qui accompagnent la rapidité de ces transformations. Donc on parle d'ores et déjà, pour reprendre un terme que j'ai lu dans une analyse, des lois favorables aux innovations rapides. Voilà, c'est entre autres ça. Donc c'est en train de changer, ça va changer encore beaucoup plus rapidement. Je reviendrai tout à l'heure vers vous avec une question toute simple, tout à l'heure, toute simple à poser pour moi, mais la réponse est une autre paire de manches, c'est comment se positionner dans tout ça. Mais avant cela, je me tourne vers vous, monsieur le ministre, par rapport à la question des réformes, justement. Quelles réformes, puisqu'on vient d'en parler, c'est pour ça que je voulais faire ma transition sur cette partie-là d'intervention de monsieur Ferri. Donc, quelles réformes aujourd'hui pour notre continent en matière de transformation numérique? Merci. Merci de l'honneur qui a été fait à mon pays, le Niger, Monsieur le Président, pour être pays d'honneur à cette 10e édition du Forum international DDSI. Mesdames et Messieurs, avant de prendre en charge la question qui nous a été posée, permettez-moi de rendre un hommage mérité aux pionniers, aux hommes et aux femmes qui se sont battus jour et nuit pour créer ce forum international de DSI. Ce forum international de DSI est devenu une fierté pour le continent africain. S'il n'est pas créé, il fallait le créer. Monsieur le Président, félicitations pour votre ingénieuse idée. Vous faites la fierté du continent africain. Nous sommes fiers de vous. Mesdames et Messieurs, les technologies émergentes, malheureusement, apportent avec elles des avantages et des inconvénients. Nous l'avons vu au cours des différentes présentations. Des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle nous apportent beaucoup d'opportunités. Elle apporte des opportunités à nos entreprises, aux citoyens, aux services publics. Parallèlement, nous faisons face à des menaces liées au phénomène de cyberattaque. Dans un tel contexte, dans un tel environnement, comment prévoir l'avenir? Je pense que c'est le sujet qui est en discussion. Pour prévoir l'avenir, je pense qu'il faut une volonté politique affichée. Il faut des volontés politiques affichées à tous les niveaux. Des volontés politiques affichées à même d'aider, de soutenir
est de croire aux efforts des DSI. Les DSI sont les pionniers. Les DSI sont la cheville ouvrière, sont les créateurs de contenu. Ce sont les DSI qui génèrent le contenu qui vont au consommateur final. Ce sont les DSI qui génèrent le contenu qui sécurise le réseau. Ce sont les DSI qui génèrent le contenu qui nous sécurise nous-mêmes. Je vais revenir par rapport à ce volet. Je disais que les technologies émergentes amènent des menaces avec elles, des menaces liées à la cybercriminalité. La cybercriminalité qui a des enjeux économiques, des enjeux sécuritaires, des enjeux sociaux et même des enjeux politiques. Là aussi, nous, si le temps nous le permet, nous allons revenir là-dessus parce que nous, au Sahel, nous en sommes victimes. Et je pense que l'intelligence artificielle serait un outil, une technologie assez puissante pour surveiller les attaques, anticiper sur les attaques et identifier éventuellement les sources des attaques, mais pas des attaques, je dirais, logicielles, mais des attaques terroristes. Donc, c'est un outil qui pourrait être éventuellement utilisé pour anticiper sur les attaques. Mesdames et messieurs, les réformes. Effectivement, pour anticiper sur l'avenir, il nous faut des réformes. Des réformes d'ordre institutionnel, législatif, réglementaire et même organisationnel. Si j'avais voulu insister sur ce volet, c'est fort de notre expérience, nous nous sommes rendus que les lois et règlements qui régissaient notre secteur, pour la plupart, elles sont obsolètes par rapport aux technologies nouvelles. Beaucoup de nos lois, de nos règlements, ignorent les nouvelles dimensions actuelles, c'est-à-dire l'intelligence artificielle doit être intégrée dans les nouvelles lois qui régissent notre secteur. Si c'est fait dans d'autres pays, mais dans d'autres pays, je parle en connaissance de cause, dans d'autres pays, c'est encore à l'état embryonnaire. Ce n'est pas encore effectif. La cybersécurité aussi, ce volet n'est pas pris en compte dans nos lois et règlements. Il fallait donc revisiter nos lois, il fallait donc revisiter nos règlements pour prendre en compte ces dimensions nouvelles. Le cadre organisationnel, les institutions qui contrôlent et régulent notre secteur, c'était des institutions qui étaient mises en place à travers des textes qui ne régissaient, qui ne contrôlaient que le secteur des télécommunications, je peux dire, si vous me permettez le terme, ancien. Aujourd'hui, on parle des communications électroniques. Ce volet embrasse, depuis les DSI jusqu'au support des télécommunications, presque tous les outils qui rentrent en compte dans la production du produit final. Donc, revisitons nos textes pour anticiper l'avenir. Nos textes et les organes de régulation doivent être revisités. L'autre aspect des réformes, c'est le développement des infrastructures. Les infrastructures doivent être robustes, solides et sécurisées. Mais pour qu'elles soient ainsi, il faut une volonté ici affichée du top management. Le DSI peut bien élaborer, on l'a vu tout à l'heure à travers la présentation qui vient de nous être faite, il peut être doté d'une très bonne stratégie d'implémentation de l'intelligence artificielle, mais il faut que le top management soit sensibilisé pour qu'il puisse lui allouer les ressources nécessaires pour mener à bien sa mission. Les collaborateurs aussi doivent être sensibilisés et faire équipe commune pour mener à bien les projets. Les renforcements des capacités. À ce niveau aussi, tous les intervenants
du DSI à ses collaborateurs et même le top management doivent avoir un renforcement de capacité. Parce qu'il faut que les gens puissent se rendre compte de la vision. Il faut qu'ils se rendent compte de là où on va. Il faut qu'ils se rendent compte de l'importance, de la nécessité d'investir dans les directions des systèmes d'information qui vont prendre en charge les dimensions nouvelles. Donc, une campagne de plaidoyer, de sensibilisation de nos dirigeants s'impose à nous. Il faut les mettre en confiance. Mettons les décideurs politiques en confiance pour qu'ils nous votent des lois, pour qu'ils nous votent des règlements, pour qu'ils nous donnent des ressources budgétaires nécessaires à la prise en charge de nos réseaux, de ces opportunités que nous offre l'intelligence artificielle. La cybersécurité, peut-être je vais terminer par là, les réactions qui vont sortir de la salle nous permettront de revenir Allah, j'ai en travers sur certains aspects, mais je voudrais un peu revenir sur l'enjeu sécuritaire de la cybersécurité pour vous dire que si dans certains pays la sécurité se limite à protéger le réseau informatique, le réseau d'entreprise, mais nous, la problématique en termes de sécurité au Sahel va au-delà. Il faut non seulement protéger nos réseaux, mais aussi il faut protéger la population. Il faut protéger la population. Et c'est à ce niveau que je vois un avenir radieux, un avenir certain pour l'IA qui peut être un outil puissant pour aider les pays du Sahel à lutter contre le terrorisme. Je vous remercie. Alors, je vais rebondir, Monsieur Abdoumani, je vais rebondir peut-être si vous voulez vous exprimer sur des opportunités, peut-être, défis et opportunités rapidement. Et comme ça, j'attaque mon dernier tour de panel. Vu le temps, je dois tout réorganiser. Il nous reste moins de 10 minutes pour terminer le panel. Donc, où est-ce que vous voyez les opportunités? Pour vous, juste après, Monsieur Ben Hamoud, c'est what's next? Et pour vous, Sinormen, comme je disais, alors comment on se positionne dans tout ça? On commence avec vous, peut-être, Monsieur Abdou. Merci de m'avoir donné une deuxième fois la parole. Je pense que les défis qui se dressent devant nous, peut-être nous les avons un peu effleurés, pas de façon structurée, mais les défis qui se dressent à nous sont multiples et variés. Le premier défi qui s'oppose à nous, c'est l'anticipation. Il faut anticiper. Il faut anticiper l'avenir. Et comment anticiper l'avenir? Il faut se doter des moyens conséquents à même de prendre en compte cette opportunité que nous offre l'intelligence artificielle. C'est quoi ces moyens? D'abord, anticiper sur nos ressources humaines. Les ressources humaines sont le capital principal d'une entreprise. Le défi qui nous attend, c'est comment tirer le maximum de profit, nous, continent africain, par rapport à ces opportunités. Le défi qui nous attend est aussi relatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, au renforcement des capacités. Nous ne pouvons pas relever ces défis tant que nos ressources ne sont pas à même de faire face à ce que nous apporte l'intelligence artificielle. Et peut-être je vais laisser la parole à la salle qui reviendra sur ces défis
Maintenant, en termes d'opportunités, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Le précédent présentateur là nous a suffisamment montré les opportunités que nous offrent les technologies nouvelles, notamment l'IA, en termes de gain de temps, en termes de rendement, en termes de sécurité informatique, en termes d'optimisation des ressources, en termes d'identification des problèmes, en termes de prise en charge de certains défauts à temps réel. Je pense que la présentation qui nous a été faite tout à l'heure a été très explicative, mais je pense que le débat qui sortira de la salle nous permettra de revenir plus en détail sur certains aspects. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Monsieur le ministre. Alors, Namen Ferry, comment... oui, bah, on peut... Allez-y, allez-y, si, Monsieur Ben Hamouda. Non, non. OK. Oui, merci très rapidement. Moi, comme vous le savez, je suis économiste, j'ai fait de l'économie, j'ai fait des... comment dire, j'étais très intéressé, très impliqué dans la recherche technique en économie, avec des publications dans des grandes revues, etc. Après, dans une carrière professionnelle, je pense, comme vous, tu décides que c'est fini. Tu passes à autre chose, et c'est ce que je fais depuis quelque temps. Je m'intéresse beaucoup plus aux questions de prospective stratégique de l'ordre international, qui me paraissent, d'abord, qui parlent plus aux gens, et qui me paraissent beaucoup plus importantes que la dernière équation macroéconométrique sur les fondements de l'inflation en Tunisie ou ailleurs. Et je veux partager, donc je passe beaucoup de temps sur les questions de prospective stratégique, et je veux partager avec vous sur la question what next. C'est vraiment des éléments de réflexion que je réunissais pour cette réunion. On peut être d'accord, on peut être d'accord, mais en tout cas, c'est vraiment, je mets ça dans vos mains pour la réflexion et pour poursuivre le débat, soit entre vous, soit avec moi, soit avec d'autres amis. Pour faire de la prospective, d'abord, je pense qu'il faut commencer par identifier, et c'est en rapport avec les nouvelles technologies, vous allez le voir. Le contexte global. Le contexte global aujourd'hui est un contexte caractérisé, j'ai dit tout à l'heure, que l'ordre dans lequel nous avons vécu à partir du début des années 80 et on va dire jusqu'à la crise du Covid, pratiquement une quarantaine d'années, 4 décennies, c'était l'ordre de l'économie globale, de la globalisation. Elle a bénéficié, contrairement à ce qui se dit, elle a bénéficié aux pays développés, mais elle a aussi bénéficié à des pays en voie de développement. Les pays émergents sont sortis dans un contexte où ils ont pu bénéficier des exportations, des investissements. La Tunisie a fait une croissance. La Tunisie a commencé cette ouverture bien avant la globalisation. On l'a commencé dans les années 70. Mais on a bénéficié également, jusqu'en 2010, on faisait pratiquement du 5% de croissance par an. Or, ce contexte a totalement changé et la globalisation aujourd'hui, nous vivons ce que nous appelons la crise ou l'essoufflement de la globalisation. Donc c'est la plus grande préoccupation. Comment on voit cette crise de la globalisation? Elle a commencé, les premiers signes d'essoufflement, c'est la crise financière, vous êtes dans des banques, 2008-2009, qui a failli véritablement mettre à genoux, qui a mis à genoux sans l'intervention des banques centrales, le système bancaire et financier international. Ça, c'est donc un aspect financier et économique. L'autre dimension qui a aussi mis à mal la globalisation, vous rappelez le tsunami en 2011, au Japon, Fukushima, avec tous ces effets en termes de le tremblement de terre, ensuite qui a entraîné un tsunami, qui a entraîné des explosions nucléaires, et ça, en dépit du fait que sur les questions écologiques, du développement écologique et de la nature, il y a eu depuis les années 70 différentes réunions, mais c'est à partir de là, à partir de cette date, on a commencé à considérer que cette globalisation, cette quête de la productivité commençait à poser un énorme défi pour la nature, et donc la prise en compte donc du défi
le troisième élément le plus important, parfois on ne mesure pas ce qui s'est passé dans notre pays. Les révolutions des printemps arabes, à partir de 2011, 2010, 2012, ont eu un effet tache d'huile dans le monde. Et la question la plus importante qui a été évoquée, c'est que cette globalisation est productrice d'inégalités. Inégalités entre régions, pauvreté. Il y a des gens comme vous, des DSI, qui gagnent beaucoup d'argent. Et donc, il y a véritablement un réel problème d'inégalité. Et l'inégalité, on souffre, ou la marginalité, c'est ceux qui étaient rattachés au système économique d'avant, c'est-à-dire les systèmes économiques fordistes dans les usines. C'est-à-dire le gros du vote de l'extrême droite dans le monde entier, dans les pays développés, c'est ceux qui ont été marginalisés, c'est les travailleurs dans les usines qui ont été marginalisés par la montée de la globalisation. Un autre élément qui était important dans cet essoufflement de la globalisation, c'est la crise du Covid. C'est-à-dire, la globalisation a produit quelque chose d'extraordinaire qui est la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est-à-dire un petit ordinateur comme celui-là, il est produit dans pratiquement une cinquantaine de pays. Et donc, cette chaîne de valeur globale, un jour, du fait du confinement, a été totalement bloquée. Le dernier élément qui a été perturbateur sur cette globalisation, ça a été ce que j'appelle moi l'avènement de la géoéconomie dans l'ordre global, et particulièrement à partir de la guerre, de l'invasion russe en Ukraine, et avec l'explosion des prix des céréales, l'explosion des prix du pétrole, et ensuite on a eu le conflit, bien évidemment les attaques criminelles à Gaza de l'armée israélienne, ensuite son prolongement au Yémen, qui est un élément qui est très important. Donc voilà, toutes ces idées ont créé, voici 3 minutes, je suis désolé, j'ai été un peu long, ont créé un contexte global qu'on appelle aujourd'hui un contexte de fragmentation. C'est-à-dire, le monde commence à être fragmenté. Le monde qui était globalisé devient fragmenté, et il y a des concepts nouveaux qui sont apparus. Un concept que vous avez développé dans les banques qui s'appelle le de-risking, et qui est devenu un phénomène global, c'est-à-dire on investit de plus en plus chez les amis. C'est ce qu'on appelle le friendshoring, c'est-à-dire on n'investit plus en répondant à des critères économiques, mais on investit en répondant à des critères géopolitiques. Donc voilà, on est dans un monde, voilà le contexte. Le tableau, un monde fragmenté qui probablement, avec les élections qu'il y a dans le monde, où on a des forces politiques de plus en plus qui cherchent véritablement à accroître les tensions, à augmenter les tensions. Donc voilà le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Comment sortir de ce monde ? Et la question que j'ai posée, sur laquelle je voulais, c'est la question que posent généralement les livres de science-fiction ou les films de science-fiction. La technologie peut-elle sauver ce monde fragmenté ? C'est véritablement la question. Alors, dans ma réflexion, et je vous donne les hypothèses ou les scénarios que j'ai imaginés, et c'est vraiment, c'est prématuré, c'est des discussions. Je pense qu'il y a un premier scénario, qui est un scénario probablement d'un retour de la raison. Un retour de la raison dans le sens où on va assister à un retour de la globalisation, des échanges, un arrêt de la guerre compte tenu de l'élection du président Trump et les relations privilégiées qu'il a avec la Russie, etc. Et puis son engagement pour régler un certain nombre de conflits qui peuvent réduire les tensions, qui peuvent accélérer les échanges et qui vont être accompagnés, comme l'a dit Norman tout à l'heure, par les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Et comme moins que vous certainement, mais j'ai suivi, il y a une question dans les élections américaines: pourquoi les démocrates, pourquoi la Silicon Valley, qui était totalement acquise aux démocrates, hommes d'affaires, a basculé lors de ces élections. Et c'est connu, la raison essentielle, c'est la volonté de l'administration Biden, mais également les projets de la candidate Kamala Harris de réglementer
et d'assurer une plus grande réglementation, chose contre laquelle se sont, comme l'a expliqué Norman. Donc ça, c'est un premier scénario où véritablement on assiste à un retour du monde global, à une plus grande, je dirais, un plus grand échange et qui sera également porté par les nouvelles technologies, par un accroissement des technologies. Deuxième scénario, je pense, qui peut se profiler également, c'est un scénario où véritablement la crise de la globalisation, des échanges, la fragmentation des biens matériels va continuer. C'est-à-dire, les Russes n'accepteront pas les conditions pour avoir une paix et on va continuer à avoir un monde fragmenté du point de vue des échanges de biens commerciaux. Mais je reviens sur ce qu'a dit, mais on va assister à un monde beaucoup plus intégré par les nouvelles technologies, ce qu'a dit Norman tout à l'heure, sur éventuellement les échanges monétaires, etc. etc. Donc ça, c'est un autre scénario où véritablement la technologie peut, je dirais, peut-être pas sauver le monde, mais en tout cas assurer cette communauté universelle. Troisième scénario, qui, à mon avis, le plus négatif, c'est une double fragmentation. Une double fragmentation dans le sens où, premièrement, les échanges avec ce qui est en train de se passer avec l'augmentation des tarifs douaniers, les guerres commerciales de plus en plus prononcées entre les États-Unis, la Chine et l'Europe et d'autres régions du monde, donc véritablement une fragmentation des échanges commerciaux, mais en même temps, en même temps, cette fragmentation des échanges commerciaux peut être renforcée par ce que j'appelle du nationalisme virtuel, c'est-à-dire une forte réglementation. Et on commence à le voir, dire la bataille, par exemple, sur un système que vous connaissez, le système SWIFT, dans les échanges d'informations au niveau financier, la volonté de l'URSS, pardon, je suis un vieux, moi, de la Russie et de la Chine de construire un autre système d'échange, toute cette guerre contre TikTok aux États-Unis, etc. Et donc, il y a les prémices de cette fragmentation sont également ou se prolongent dans le monde des nouvelles technologies. Donc voilà, globalement, je pense, dans le contexte actuel, pour réfléchir sur les différents scénarios du monde, je pense notre responsabilité et votre responsabilité, c'est d'assurer que les scénarios les plus favorables au développement, à la coexistence entre les peuples, entre les nations, soient les scénarios qui l'emportent. Et désolé d'avoir été un peu lent. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le ministre. Je serais vraiment très désolé. Malheureusement, je pourrais donner la parole qu'à Monsieur Ferry pour clôturer et en 3 minutes. Et c'est comment se positionner. On est vraiment très en retard. En 3 minutes. D'abord, je voulais remercier les organisateurs d'avoir invité C. Hakim, franchement. Parce que c'est les réflexions qu'on devrait faire quand on est dans votre position. Deux trucs rapidement. Comment se positionner? D'abord, il faut comprendre. Et il faut comprendre, il faut maîtriser. Tout à l'heure, Jérôme, on a parlé de la cybersécurité, de la sécurité en général au Mali. Jérôme, tout à l'heure, a dit 70% des gens qui utilisent l'IA dans les grandes entreprises ont eu 30% de réduction dans leur attaque cyber. Point. Donc, il faut maîtriser. Maintenant, il faut le deuxième point, arrêtons, et je vais le dire, ça va choquer peut-être, mais arrêtons de garder nos ressources chez nous. Arrêtons. Laissez nos ressources apprendre ce qui se passe un peu dans le monde, mais travaillons sur la mobilité de ces ressources.
je regarde aujourd'hui mes amis DSI africains d'origine tunisienne qui sont en Tunisie ou dans d'autres pays, que je regarde, la moitié, ils ont eu des expériences à l'international avant de rentrer dans leur pays. Donc vraiment, la mobilité à l'international devient un must. Si vous n'avez pas cette expérience, vous ne pouvez pas nécessairement ramener ce qu'il faut à votre pays. Donc il faut travailler sur la diaspora et donc maîtriser la diaspora. Et puis le deuxième point, travailler sur la diaspora. Le troisième point, l'intelligence artificielle. Réellement, c'est quoi? C'est des cerveaux qui inventent des modèles. Et en ce qui concerne les cerveaux humains, l'Afrique est l'une des plus grandes exportatrices de l'intelligence artificielle. Si on considère que l'intelligence artificielle, c'est les humains qui font ça, nous sommes un continent qui exporte ses ressources. C'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. C'est aussi des data. Donc, ces cerveaux, ils font des modèles. Ces data, les data sont disponibles et ils ne sont pas, ils vont être disponibles. Par contre, c'est aussi une puissance de calcul. Si on n'a pas de puissance de calcul dans notre continent, on est foutu. Point. Si vous n'avez pas de puissance de calcul dans votre pays pour faire tourner le modèle de IA pour faire fonctionner votre pays, qui fonctionnera forcément avec l'intelligence artificielle, vous êtes simplement colonisé. Je le dis, je mesure mes mots. Tout pays qui n'a pas de puissance de calcul dans son pays ou dans sa région ou autour de ses amis est un pays colonisé. Donc, votre rôle et notre rôle de se battre avec les décideurs politiques régionaux, et comme c'est des moyens extrêmement chers, c'est de travailler à une puissance de calcul africaine, ouest-africaine, nord-africaine, east-africaine, whatever, mais vraiment de la puissance. Il faut qu'on ait dans notre continent, il faut faire ce plaidoyer. Moi-même, je fais ce plaidoyer en décembre devant tous les ministres africains d'éthique. Il faut vraiment avoir de la puissance de calcul dans le continent, aussi pour la Méditerranée. C'est vraiment d'une importance capitale. Et puis, le dernier point, qui rejoint ce qu'a dit mon ami Hakim, c'est que je ne sais pas quel est le scénario, dans quel scénario je le mettrai, peut-être entre 2 et 3, c'est qu'on revient toujours à la confiance. On va travailler avec les gens avec qui on a confiance. Donc, on va avoir un monde qui va se battre, mais qui va se battre par étage, pas géographiquement. Les réseaux de confiance. On a des réseaux de confiance. Moi, j'appartiens à ce réseau. J'ai confiance dans les gens. Je vais travailler avec eux. Et ce réseau de confiance, il faut vraiment le cultiver. Et le DSI, le club DSI africain, un vrai réseau de confiance qu'il faut vraiment fortifier et utiliser pour pouvoir décoloniser nos pays de la colonisation qui vient à cause du manque de puissance de calcul. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous nos panélistes. Alors, certaines idées ont été abordées, puisqu'on n'a plus le temps, et d'autres, malheureusement, j'aurais même pas le temps de les aborder en question, mais je voulais partager rapidement avec vous. Alors, pour ce What's Next, il y a certainement une accélération de l'IA. On va beaucoup également parler d'écosystèmes intégrés, des plateformes aujourd'hui unifiées qui vont booster l'efficacité, mais qui, d'un autre côté, on parle beaucoup de fragilisation de la sécurité des données. En parlant de sécurité, justement, on parlera beaucoup plus de cybersécurité renforcée. Donc, les investissements vont probablement exploser pour contrer justement ces cybermenaces croissantes. On parle de transition numérique verte. Le numérique va optimiser la gestion des ressources pour une empreinte écologique plus réduite.
Également, on parle de humanisme numérique. Donc, la tech devient plus éthique, elle place l'humain au centre. Et puis, on a parlé tout à l'heure donc de la régulation tech. Les gouvernements vont légiférer, vont réguler. Ça dépend après. Bon, là, on a eu des visions un peu différentes dans ce panel par rapport à la régulation, dans quel sens on va aller. Certains experts parlent aujourd'hui de gouvernements qui vont limiter peut-être le pouvoir, entre guillemets, des géants pour protéger les utilisateurs. Mais comme le pense Norman Ferry tout à l'heure, peut-être aux États-Unis, il y aura un petit peu le contraire, où la régulation va accompagner cette transformation très rapide, appuyée par des influenceurs comme Elon Musk. Voilà. On vous remercie. Vous êtes libérés pour à peu près 1 heure. C'est Hatem. Donc, on se retrouve ici à 12h30, si possible. C'est Hatem. 12h45, allez, négocier 15 minutes pour vous, parce que c'est des engagements hein, qu'on a, bien évidemment. Ça fait partie du programme. Vous êtes libérés pour ce brunch, donc, et profitez, s'il vous plaît, pour visiter les différents stands, aller à la rencontre des différentes personnes qui sont venues, qui ont appuyé, qui ont soutenu, et qui sont là pour, parce qu'ils ont beaucoup à partager avec vous. Voilà, on se retrouve donc du coup dans 1 heure à peu près dans cette salle. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle qu'il y aura la tombola, donc les cadeaux. Il y aura 4 tirages au sort dès votre retour dans cette salle. 4 tirages au sort, et il y aura bien évidemment le grand récap de cette 10e édition du Forum DSI. Merci à toutes et à tous.